Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier ? Faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Toujours dans cette saison du leadership, je vous avais promis plusieurs bonus. En voilà un autre. Alors là, c'est un épisode sans filtre. Un épisode que j'ai eu le plaisir de faire avec Vincent Bosque-Bousquet et Franck Marchex de Dealer d'Histoire. Vincent et Franck, je les ai connus puisqu'ils m'accompagnent. J'ai même fait une masterclass la semaine dernière avec eux, le 21 novembre dernier. Ils m'accompagnent parce que, comme vous le savez sans doute, je donne de très nombreuses conférences en entreprise et je souhaite avoir toujours plus d'impact dans mes conférences dans lesquelles j'allie à la fois une prise de hauteur sur les sujets du leadership, de l'audace, de l'intergénérationnel, mais aussi que je nourris d'énormément d'exemples de leaders que j'interviewe, mais aussi de managers que j'accompagne au quotidien, parce que j'accompagne énormément de managers dans des ateliers, dans des formations, dans des séminaires. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que ces conférences aient toujours plus un effet waouh, un impact sur mon public, un impact sur ceux qui les écoutent, qui puissent repartir avec quelque chose de très concret, à la fois de la confiance, de l'envie et des actions pragmatiques. Et donc, ça nécessite de travailler la narration toujours plus. J'ai vraiment, avoir rencontré Vincent et Franck, ça a été une découverte pour moi, qui est pourtant déjà beaucoup travaillé sur le sujet, et j'ai eu envie de vous la faire partager. Et je vous dis que c'est un épisode sans filtre, parce que je vous le fais partager sans filtre. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait faire un exercice en direct, que pourtant je connais. Mais alors là, dans l'exercice du podcast, je me suis plantée. Mais c'est super, parce qu'en fait, comme ça, vous comprendrez encore mieux leurs propos et l'exercice. Donc je vous souhaite un bon épisode. Vous allez voir, on rigole pas mal. Donc je pense que vous allez passer un bon moment. Et n'hésitez pas à me faire vos feedbacks. À bientôt. Moi aujourd'hui. Alors, je vous propose de commencer par vous présenter l'un et l'autre. Qui veut commencer ? Vincent ? Allez, si tu veux. Tu veux que je dise quoi ? Qui tu es, ce que tu fais dans la vie, pourquoi t'es là ? Alors, Vincent Bosque-Bousquet, je suis co-créateur de Dealer d'Histoire et donc on coécrit des histoires et des prises de parole pour des leaders, des speakers, des conférenciers. On, avec ? Moi. En tout cas, j'espère. Sinon, c'est que tu me fais des infidélités. Donc, moi, c'est Franck Marchex. Et oui, effectivement, on a cofondé Dealer d'Histoire, avec lesquels on s'amuse beaucoup avec les speakers, avec les chefs d'entreprise, avec les dirigeants, avec les start-upers, les gens qui ont besoin de créer des pitchs ou qui ont besoin de passer sur scène pour présenter leurs produits, leurs services, pour les rendre un petit peu plus captivants, un peu plus impactants et les aider en fait à développer leurs affaires plus facilement. Pourquoi vous faites ce métier ? Parce qu'on est bon pour le faire. Ouais. Parce qu'on s'amuse. Parce que ça vous plaît. Alors, vous avez dit plusieurs choses, Vincent, non, Franck, enfin peu importe, sur lequel je voulais revenir. Lequel répondra. Sur lequel je voulais revenir. Tu as parlé de pitch et d'histoire. Oui. Et en fait, quand on parle de pitch, on a en tête le pitch classique. Alors en France, quand on parle de pitch, on parle de l'elevator pitch. Ouais. Ça, c'est celui qui en France a le plus de publicité. Mm-hmm. Le fameux elevator pitch, il vient en fait on va parler d'un concept qui fait qu'il y a quelques années, quand les entreprises étaient structurées, elles étaient structurées au niveau des étages. Tu avais donc les chefs qui étaient en haut, tu avais les services en descendant, de plus en plus bas. Et donc le seul moyen de croiser à l'époque un responsable, c'est de le croiser dans l'ascenseur.
Et donc, si on voulait parler à N+2, à N+3, et donc présenter un projet ou parler d'une idée, on n'avait que le temps de cet ascenseur-là. Et ce temps de l'ascenseur-là, c'était vraiment quelques secondes. On partait sur un principe qui était entre 30 secondes et 2 minutes, le temps d'un ascenseur, pour pouvoir pitcher un projet. Et ça s'est un petit peu déformé aujourd'hui parce que beaucoup de Français ont l'impression qu'un pitch, c'est juste ça. C'est juste une présentation de 30 secondes, une présentation de 2 minutes. Mais si on revient véritablement à l'origine du pitch et qu'on regarde aujourd'hui ce qui se produit avec les startups, notamment beaucoup dans la Silicon Valley, ou là où il y a le plus de développement de startups, un pitch au sens développement d'affaires, c'est souvent 15 minutes ou 20 minutes de présentation. Donc en réalité, c'est une micro-conférence. Et du coup, de ce fait, ces langues que vous travaillez, donc vous appelez dealer d'histoire. Oui. Votre métier, vous disiez, c'est de faire raconter des histoires. À quoi ça sert ? Pourquoi est-ce qu'il est important de prendre la parole et de raconter des histoires ? Parce que c'est le meilleur moyen d'impacter une idée. C'est-à-dire qu'il y a une croyance, on pourrait dire très occidentale, sur le fait qu'on retient les idées ou on est captivé par une idée quand elle est logique. Si on prend le triptyque d'Aristote entre logos, pathos, ethos, c'est le logos, c'est la logique. On a développé en Occident cette vision en fait d'une seule l'intelligence principale qui est la logico-mathématique. Et on pense que tout le monde en fait fonctionne comme ça. Ouais. C'est un peu la fameuse phrase d'Einstein qui disait si vous voulez savoir qui est performant et que vous demandez à un poisson de monter à un arbre par rapport à un singe, vous allez voir qu'il est mauvais pour monter à l'arbre, parce qu'on considère qu'il n'y a que cette intelligence-là. Aujourd'hui, les neurosciences nous ont montré, et on le sait d'abord parce que notre cerveau est câblé de cette manière-là, que grâce aux histoires, on retient jusqu'à 22 fois plus d'informations que si on donnait uniquement les datas. C'est-à-dire que si on diffuse aujourd'hui de l'information et que je ne donne cette information que sous forme de données brutes, les gens vont la retenir 22 fois moins que si je la raconte à l'intérieur d'une histoire. Et c'est pour ça que les gens se souviennent des blagues, se souviennent des anecdotes, se souviennent des métaphores, se souviennent dans tes auditeurs, si on raconte cette histoire-là, tout le monde, dans sa formation, à un moment ou à un autre, a rencontré un professeur qui l'aura plus impacté qu'un autre. Il y a de grandes chances que ce professeur-là racontait plus d'histoires que les autres. Et ça démontre que notre cerveau, il est câblé pour retenir les informations. Depuis la nuit des temps, quand on veut, si on reprend simplement notre structure de chasseur-cueilleur, quand on voulait raconter comment chasser ou comment faire pousser quelque chose, on n'avait pas de livre, on n'avait pas de logique pour faire comprendre ça. Donc les anciens, autour du feu, racontaient des histoires pour expliquer comment faire pour chasser tel animal ou pour faire pousser telle plante, etc. C'était fait sous la forme d'histoire. Et c'est comme ça, en fait, que la connaissance s'est transposée année après année, siècle après siècle, grâce aux histoires. Aujourd'hui, on est avec cette structure un peu étrange où on se dit c'est que la logique qui fonctionne. Donc il faut faire de la logique. C'est pour ça que les gens adorent les PowerPoint. Ils surkiffent les PowerPoint parce qu'il y a plein de graphiques dans tous les sens qui en général n'excitent que l'orateur. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'il n'impacte personne. Personne. Tout le monde se plaint du PowerPoint, sauf que tout le monde commence par en faire. Oui, parce qu'il y a presque en France un côté... comment dire, si tu sais faire un bon PowerPoint, c'est que t'es bon à l'oral. Enfin, c'est ça qui est terrible. Hein. Ouais. Il y a ce travers. Personne ne te marquera avec un PowerPoint, mais on va dire, oh là là, quel beau PowerPoint. Quel magnifique PowerPoint quand il y a des datas partout. Enfin, il y a des datas partout. Oui, parce qu'en France, on a une logique déductive. C'est-à-dire qu'on a une logique qui est centrée sur parce que je prouve A, parce que je prouve B, alors je peux terminer par C. Et ça marche très bien quand on fait des mathématiques sur une table. Ça marche beaucoup moins bien quand on est amené à transmettre un message qui doit influencer, impacter et transformer. Donc, pour réussir à faire ça, il faut transformer cette logique qui est déductive en logique inductive. Et une logique inductive, c'est quoi ? C'est tout simplement de proposer des messages, des métaphores, des allégories et des anecdotes, parce que ça va permettre de rentrer dans la tête de quelqu'un. Par exemple, si je cite quelque chose que moi m'a répété mon grand-père, qui est originaire du Béarn, quand il me disait « Tu sais Vincent, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif », ça, tout le monde comprend ce que ça veut dire. On ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. J'ai pas besoin de faire une logique avec A plus B plus C pour faire comprendre ça. Mais
parce qu'il faut aimer. Oui. Si on avait dû expliquer cette métaphore de manière logique, il faudrait un temps monstrueux, en fait. Tu comprends ? C'est là où les histoires, donc là en l'occurrence sous la forme d'une allégorie, fait qu'on comprend un processus en un instant. En un instant, effectivement. Mais du coup, tu as apporté la parole. Tu as dit c'est quelque chose... Je reprends. Tu as dit, Vincent, c'est quelque chose pour influer, pour impacter. Et donc là, on est typiquement dans la posture du leadership. Mm-hmm. Donc on voit bien que cette histoire de raconter des histoires, de prendre la parole, c'est pas réservé qu'à certains. En fait, c'est utile à absolument tout le monde, et notamment tout le monde dès lors qu'on veut sortir d'un management pur où on va dicter ce qu'il y a à faire, et qu'on a plutôt envie d'inspirer, d'embarquer et de permettre aux gens de rentrer dans l'histoire et de prendre leur part dans l'histoire. C'est notre philosophie. Hein. Et alors, on fait comment ? Pour inspirer, pour impacter, pour raconter des histoires. On raconte des histoires. Alors, est-ce que vous avez quelques tips à nous donner ? Est-ce que vous avez... Alors, c'est important parce que vous pourrez trouver... Enfin, là, je dis pour les auditeurs, vous allez pouvoir trouver beaucoup de matériel en ligne. Je vous mettrai le lien du site de Vincent et de Franck. Et Franck a sorti un livre très récemment qui vous inspirera aussi. Je mettrai tout dans les liens, dans les notes de l'épisode. Mais quand même, est-ce que vous pouvez nous donner quelques tips là pour nous ? Déjà, il y a un premier tip, c'est déjà connaître sa propre histoire. C'est que nous, on s'aperçoit avec les personnes que l'on accompagne que sa propre histoire est méconnue. Et que bien souvent, ça nous demande d'aller gratter pour ne serait-ce que révéler le point d'inflexion qui a, par exemple, nous ce qu'on travaille beaucoup, c'est les genèses de projets et les histoires originelles, c'est-à-dire qu'est-ce qui a matérialisé, par exemple, toi Delphine, qu'aujourd'hui tu fasses un podcast. Si tu devais raconter cette histoire, il y aurait bien un moment qui serait particulier, que tu pourrais raconter, comme tu nous as demandé et posé la question tout à l'heure, tiens, au fait, comment vous vous êtes rencontrés entre Franck et Vincent ? Eh bien, ces histoires-là, la plupart du temps, les personnes ne les connaissent pas et n'arrivent pas à pointer le moment émotionnel ou le moment existentiel ou le moment en fait d'épiphanie qui s'est passé dans leur vie pour pouvoir le raconter. Donc déjà, le premier tip, c'est déjà être conscient, avoir une attention sur sa propre histoire. Et pas que sur un moment donné, mais sur toute sa carrière. Ouais, repérer les instants, on pourrait appeler ça les instants charnières en fait. Les moments où il s'est produit quelque chose qui est à l'origine, qui est fondateur d'un mouvement, d'une idée, d'un concept. Enfin, disons parce que nous avons tous dans nos vies ces moments-là. Quelqu'un qui a plus de 2 neurones. Quoi, non, mais c'est bien évidemment, puisque c'est des choses qui sont anecdotiques. Enfin, je veux dire, c'est des anecdotes de la vie. Enfin, quand c'est des anecdotes de la vie. Maintenant, ce que souvent les gens ne savent pas faire, c'est mettre ces anecdotes au service de leur message. Oui, complètement. C'est là, en fait, où souvent, le premier tips, il est de comprendre que une anecdote est intéressante, pas nécessairement pour celui qui la conte, et c'est là où, en fait, le problème apparaît, c'est que la plupart des gens vont nous dire « Ouais, mais ça, c'est pas intéressant, ou moi, il se passe rien dans ma vie. » Tu vois, combien de fois on a eu ça Ouais, mais moi, j'ai rien à raconter. Ça s'est encore produit, là, il y a à peine une semaine, sur une masterclass qu'on était en train de faire, où plusieurs clients étaient vraiment en train de nous faire cette réflexion, de dire « Mais moi, j'ai rien d'intéressant à raconter, en fait. » Ah mais moi ce projet, non, mais c'est pas passionnant en fait. Parce que les gens ont un regard d'abord extrêmement critique sur eux-mêmes, et donc se jugent avec leur regard de connaisseur. C'est-à-dire que quand ils se racontent l'histoire qu'ils connaissent eux-mêmes, ils la racontent de manière souvent désintéressante. Je sais pas si ça existe, mais on va l'inventer. Oui, parce que ça les intéresse pas eux. Alors, c'est pas que ça les intéresse pas eux, mais c'est qu'ils la racontent de telle manière à ce que ce n'est pas intéressant. C'est pour ça que je parle de désintéressante. C'est-à-dire que ils la racontent, mais ils ne savent pas la structurer pour qu'elle devienne passionnante et captivante. Et en réalité, ce n'est qu'une question de structure. Nous, on joue beaucoup avec ça. Ils nous racontent une histoire. On a donc tous les piliers de l'histoire. On a ce que nous on va appeler des briques, début, milieu, fin, pour faire simple, mais on a différentes briques. Et nous, on va s'amuser en fait à la reformuler. Et ce qui est très intéressant, et ce qui se produit un nombre de fois incalculable, c'est quand un client va dire « Écoute Franck, c'est incroyable, tu viens de me raconter mon histoire et j'ai quand même envie d'écouter la suite, pourtant je la connais, c'est mon histoire. Comment ça se fait ?» Et nous, quand on a commencé à repérer ça, ce qui a été vraiment, mais vraiment un déclic pour nous, ça a été de se dire « Ça veut dire que c'est stratégique. » Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'il y a une technique derrière. Si je prends l'histoire de quelqu'un que je ne connais pas, donc je ne peux pas aller inventer des choses de son histoire, donc je vais ne prendre que les briques qu'il me raconte,
mais en les structurant de manière différente, en les racontant différemment de lui, j'obtiens un effet qui est complètement captivant, alors que lui, 1 minute avant, c'était chiant comme la pluie. Et c'est là où on s'est dit, il y a quelque chose à faire là-dedans, parce qu'aujourd'hui, nous on s'est rendu compte qu'en France, il y avait quasiment personne qui travaillait là-dessus. Ou quand ils travaillent là-dessus, c'est souvent des gens qui font des séries télé ou des films, c'est plutôt des scénaristes. Mais au niveau professionnel et corporate, il y y a vraiment personne qui travaille sur. Oui, il y a plus des gens qui travaillent sur la prise de parole. Complètement. Il y a les techniques, on pourra en parler, mais la technique oratoire. Voilà, technique oratoire, mais vous êtes sur l'amont, qui est, en fait, il y a aussi qu'est-ce que je vais raconter. Complètement. Oui. Et ce que je trouve donc c'est intéressant, c'est que ça nous connecte, on se met dans une posture d'authenticité, parce que quelque part on va partager qui on est en fait, ce qu'on a vécu, mais on va le faire résonner effectivement avec là où on veut aller et là où on veut emmener les équipes quelque part aussi. Quand on a créé Dealer d'Histoire, on a forcément observé le marché, on a regardé ce qui se faisait déjà. Moi ça faisait déjà une bonne quinzaine d'années avant de rencontrer Vincent que je travaillais déjà là-dessus. Sauf que moi, je le faisais en coécriture, c'est-à-dire que j'écrivais déjà pour les clients et je savais, moi, le faire pour les clients, mais je savais pas forcément leur expliquer comment faire. Quand j'ai commencé à travailler avec Vincent, lui est beaucoup plus ce qu'on a aujourd'hui appelé ingénieur narratif. C'est-à-dire que lui, il a cette structure de, quand il entend quelque chose, il voit derrière les modèles. Et il a vraiment cette capacité, moi, qui m'a toujours bluffé. À modéliser. À dire, tiens, à tel moment, t'as fait ça, à tel moment, t'as fait ça, à tel moment, t'as fait ça. Et quand il a écouté vraiment des heures de mes masterclass, où moi, j'étais persuadé que je faisais ça au pif, en gros, parce que je savais pas ce qu'il y avait derrière, les premiers temps, c'était drôle, parce que, limite, il pensait que je me moquais de lui, quand je lui disais, mais je vois pas les modèles que j'ai. Parce qu'il pensait soit que je le testais, soit que je me moquais de lui, parce qu'il me disait, mais c'est évident ce que tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et quand j'observais, je dis mais c'est pas possible, en 2 minutes je fais pas tout ça. Il me dit si, regarde. Puis on réécoutait ensemble, et puis effectivement, lui voyait la structure. Et c'est ça qu'on a transformé en framework pour se dire, mais en fait, derrière, on a cette particularité où autant on va pouvoir bosser avec certains clients sur l'art oratoire, parce qu'on a plein de choses à leur apprendre là-dessus, autant aujourd'hui, 95% des coachs en prise de parole sont sur l'art oratoire. Comment respirer avant de monter sur scène, comment gérer son stress, comment occuper l'espace, comment faire du non-verbal, comment bien utiliser sa voix. Il y a beaucoup de coachs vocaux qui s'intéressent à la prise de parole. Tu as des coachs en théâtre qui vont beaucoup travailler sur ce qu'on va appeler nous l'acting, c'est-à-dire comment se comporter sur scène, pour pallier en fait au problème quasiment numéro 1 de tout le monde, c'est le stress. La peur de monter sur scène, d'avoir un trou, d'avoir un blanc, ou d'être jugé par le public. Donc il y a cette peur, qui est une peur fondamentale. Et nous, on s'est rendu compte avec les clients que, en prenant les choses à l'envers, c'est de dire, ok, en fait, vous êtes super bien préparé pour monter sur scène, mais une fois que vous êtes sur scène, vous êtes quand même chiant. Bon, pardon pour les termes, mais pas de demi-vérité, c'est malheureusement vrai. Les gens qui vous écoutent, ouais, certes, ils sont déjà contents de vous voir sur scène, mais une fois que vous êtes parti, 1 heure après, ils ont oublié ce que vous avez raconté. Donc ça veut dire que c'est pas intéressant, voire même pendant, ils plongent dans leur téléphone, comme on est sursollicité par nos téléphones, nos tablettes, nos machins. Si un orateur nous captive pas, au bout d'un moment, notre cerveau, il a besoin d'être activé par autre chose. Nous, ce qu'on a observé, c'est qu'en commençant à travailler sur le message, et en travaillant vraiment la structure, moi je viens de l'hypnose, donc c'est ce qu'on appelle la structure hypnotique, quand on construit le message de manière bien particulière, on se rend compte que tout d'un coup l'orateur a beaucoup moins cette peur. Parce qu'il sait qu'il a une histoire à raconter, il sait comment la raconter, il sait qu'elle devient intéressante racontée de cette manière-là, et donc quand il monte sur scène, on voit une estime de lui-même ou une confiance en lui qui est complètement décuplée. Et ce qui est intéressant, c'est que par cette occasion, il a beaucoup moins besoin de travailler sur tous les tips de scène qui sont le souffle, la prise de parole, le machin, etc. Et je remets pas en question le fait d'y travailler, c'est très bien de le faire. Mais pour nous, c'est pas la priorité. Ok. Mais avant de te poser une question, Vincent, je voulais faire un feedback et un retour d'expérience par rapport à ce que tu évoques, parce que moi j'ai travaillé avec... j'ai fait un atelier avec vous, et je travaille avec toi, Vincent. Franck, peu importe, c'est pareil. C'est pareil, on est interchangeables. C'est ma spécialité de me mélanger les prénoms. J'ai travaillé justement sur un peu mon histoire, sur le démarrage, et j'en ai fait mon introduction de conférence. Tout à fait. Et en fait, ces 2 minutes, elles me donnent l'énergie pour toute la conférence. Parce que tout d'un coup, en 2 minutes, plutôt que de commencer en me présentant classiquement, j'ai lancé quelque chose, quoi. Et c'est vrai que c'est assez puissant. Et c'est vrai que je suis allée chercher dans mon histoire, pourtant j'ai pas de mal à trouver des anecdotes, mais j'avais pas du tout forcément corrélé
un moment qui pourtant était fondateur. Complètement. Voilà. Alors que, tu vois, quand tu me dis le podcast, je sais te dire exactement, enfin, il y a plein de choses comme ça que je sais te dire, mais là, je n'y arrivais pas. Donc ça, c'est vrai et c'est très intéressant, et ça donne aussi beaucoup d'énergie, parce que l'énergie aussi pour la personne qui est sur scène, le leader, l'orateur, c'est super important, en fait, d'avoir... Oui, parce que cette peur-là qu'on ressent quand on est sur scène, c'est un truc qui est... C'est un mangeur d'énergie. Ouais, alors moi, j'adore être sur scène, c'est horrible. Non, mais j'ai toujours peur, parce que t'as toujours la peur d'être jugé, de décevoir, de te planter, etc. Mais je crois que j'aime beaucoup aller à la rencontre des gens, et qu'en fait, quand tu peux aller à la rencontre de plein de monde en même temps, c'est quand même absolument fabuleux. Et maintenant, j'ai une question pour Vincent, pour la partie plus méthode. Est-ce que tu pourrais, Vincent, nous donner un tip? Donc demain, je vais prendre la parole face à mon équipe, et j'ai envie de les impacter différemment. Est-ce qu'il y a un petit truc que je peux faire? Voilà, encore une fois, pas forcément de la technique de l'oratoire, mais plutôt, est-ce que je vais aller chercher justement une anecdote qui est liée au projet que je propose? Est-ce qu'il y a une façon dont je vais parler de l'anecdote qui va faire qu'elle va être intéressante? Alors ça peut pas remplacer une masterclass, mais est-ce que tu aurais un truc à nous donner? Mais déjà, il y a un élément sur lequel il faut se centrer. J'ai partagé ça récemment, ça date juste de la semaine dernière, puisqu'avec Franck, on était en train d'échanger sur dire il va falloir que l'on trouve le framework qui va aider des gens qui sont plutôt analytiques, plutôt ingénieurs, plutôt techniques, pour se dire comment j'arrive à, en autonomie, construire une bonne histoire. Et à force de réfléchir, je l'ai rappelé. Après, je lui ai dit, en fait, c'est pas une technique pour dire ou raconter une bonne histoire. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas la bonne histoire. Le sujet, c'est de bien raconter n'importe quelle histoire. Et ça, c'est déjà un tips. C'est déjà un tips de se dire, ça n'existe pas les bonnes histoires. C'est vrai. Il n'y a aucune bonne histoire. Il y a une histoire qui va être racontée d'une certaine façon, qui va commencer à créer notamment du mystère, du suspense, de l'intrigue, de l'émotion, et qui va venir tout de suite, ce que moi je disais, mon maître de dialectique Charles, griffer le cerveau. Littéralement griffer le cerveau dès les premières secondes. Et pour ça, il faut s'enlever tout de suite de la tête qu'il y a des bonnes histoires et il y a des mauvaises histoires. Parce que ça n'existe pas. Si déjà les gens qui t'écoutent et les auditeurs qui vont écouter comprennent ce phénomène-là, qu'il n'y a aucune bonne histoire, il ne va y avoir que des histoires qu'on peut véritablement raconter, transformer, améliorer, déjà en fait ils ont fait une étape. Après, on peut leur donner quelque chose en plus. On peut leur donner quelque chose en plus qui est la technique du micro-spoiler. La technique du micro-spoiler, tout le monde connaît le spoil. C'est raconter la fin d'un film. La technique du micro-spoiler, c'est ce que font la plupart des gens quand ils commencent à raconter une histoire, c'est qu'ils le font sous forme de récit. C'est-à-dire, il m'est arrivé ça, et puis après il m'est arrivé ça, et quelques minutes après il m'est arrivé ça, et un an après il m'est arrivé ça. Grosso modo, c'est le mode CV, c'est chiant, ça intéresse personne. Par contre, à chaque fois, dans ce récit-là, il y a toujours, nous on le voit encore récemment dans une grosse masterclass qu'on fait, il y a toujours un moment dans lequel il y a une intensité émotionnelle dans le récit. Ou un moment charnière, ou un moment d'inflexion, ou un moment d'épiphanie. Là, ce que les personnes peuvent commencer à faire, c'est repérer ça et se dire qu'est-ce que je vais commencer à dire, quelle est la typologie de phrase que je vais commencer à dire qui ne va pas révéler la fin, mais qui va commencer à créer de la curiosité par rapport à la potentialité de la fin. Et là, ça va commencer à être intéressant. T'as un exemple à nous donner pour illustrer? Par exemple, en fait, est-ce que toi, tu peux nous raconter comment est né le podcast? Ouais, on va le faire en direct. Alors, le podcast... Et c'est pas préparé. Et c'est pas préparé, c'est pour ça que c'est plus fun. Je travaille en Haute-Savoie, passais beaucoup de temps en voiture, et en Haute-Savoie, on ne capte pas ni le téléphone ni la radio. Donc, j'ai commencé à me connecter au podcast américain. Et un jour, j'ai vraiment eu l'impression dans ma voiture que j'étais dans un salon en train de partager une conversation avec les gens qui étaient interviewés. Et donc, j'ai trouvé ce média extrêmement chaleureux, sympathique et très différent de la radio, parce qu'en fait, je pouvais choisir ce que je voulais écouter quand je voulais l'écouter. Et à l'époque, donc ça, c'était la partie média. Et en même temps, je rencontrais énormément de dirigeants passionnants. J'avais envie de leur donner la parole, de faire partager tout ce que je découvrais à d'autres personnes. Et je me suis dit, en fait, t'as trouvé le média pour faire partager ce qu'il y a à découvrir. Voilà. Sachant que c'était il y a 5 ans et qu'il n'y avait quasi pas de podcast français, c'était à l'époque que des podcasts, il y a 6 ans, que des podcasts américains.
Donc là, tu vois, dans ton... Là, j'étais hyper plate, j'étais complètement dans la narration. Ouais, là, non, dans le récit. Dans le récit, pardon. Dans le récit. Là, si on devait le faire J'ai pas ensemble, réfléchi. à quel moment il y a une intensité émotionnelle dans ta proposition? Quand j'étais comme dans un salon avec eux. Exactement. Et Donc j'aurais dû commencer par... Donc, ouais. Comment tu peux faire? Comment tu peux faire pour commencer? Ben, en fait, j'aime écouter les conversations. Non. Plus direct. Plus direct. Tu l'as dit. Même commence par une question rhétorique, par exemple. Est-ce que vous aussi, vous aimez? Non. Non. Ou alors C'est dur par- ce que vous me faites faire. Ou alors tu peux commencer Je par une perds tous les affirmation. moyens. Tu peux commencer par une affirmation. Je crois que le fort du podcast, c'est ce qu'apprécient les auditeurs et auditrices aujourd'hui, c'est d'avoir le sentiment d'être avec nous dans la Trop pièce. Trop bien. Tu parles en générique. Regarde, si tu commençais ta phrase de cette façon-là. Je suis sûr qu'on n'a pas la même. Hein? Allez-y. Mais tant mieux, comme Oui, ça. non, c'est pour ça que C'est je dis ça ça. Bon, qui vous est- avez vu, c'est sans filtre. Hein. c'est ça qui est fun. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir dans votre voiture à 6h30 du matin, dans le froid, dans les bouchons, Oui, comme si vous bah oui. étiez dans un salon feutré, chaleureux? Ça, c'est une question rhétorique. Ça n'a pas de temps. Mais oui, mais c'est évident. J'ai plus de cerveau là. Mais Merci, automatiquement, ça suit. Et tu vois, ça. Après, tu as l'affirmation. Et toi, Franck, tu aurais dit quoi? Moi, je Vas-y. serais parti sur une affirmation. Il faut absolument que je vous raconte le moment où j'étais dans ma voiture, exactement comme si j'étais au salon, avec des amis en train de boire l'apéro. C'est un moment magique où, au lieu de m'ennuyer, j'ai été passionné. Alors, ce qui est hyper frustrant quand on écoute Vincent et Franck, c'est qu'on se dit que ce qu'ils disent, c'est du bon sens et qu'on l'a même pas percuté avant. C'est ce que- Alors, c'est pour ça qu'on dit depuis le début que c'est que de la technique. Parce que là, on n'invente rien, Ouais. honnêtement. Hein. C'est vraiment Ouais. que de la technique. Mais c'est comment, dans un récit, comment on va aller choper un coin qui est plus piquant qu'un autre. Tu vois, moi, j'aime bien le japonais, donc je pense toujours au wasabi. Tu vois. C'est cette idée du piquant. C'est la touche de piquant dans le sushi. Ben, c'est exactement la même chose dans une histoire. Quelle est la touche de piquant dans l'histoire? En fait, que je vais éveiller et souvent que je vais mettre au début. Et à partir de là, ou alors, tu as d'autres histoires, c'est-à-dire que je sais pas combien de personnes tu as interviewé, mais tu pourrais commencer par, imaginons, tu as interviewé, je sais pas, 60 personnes peut-être? Ou plus de 250. Plus de 150. C'est un chiffre super. Toi, si tu commences en disant, voilà, il faut que je vous raconte comment je suis arrivé à interviewer 250 personnes. Et là, tu laisses un silence. Automatiquement, ça va créer un bug dans la tête des gens et surtout un suspense. Comment elle en est arrivée à interviewer 250 personnes? Voilà, il faut que je vous raconte comment du jour au lendemain, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'interviewe des gens. Aujourd'hui, je suis arrivé à plus de 250 personnes. Et des gens magiques. Là, tout le monde a envie que tu nous parles de ces différentes personnes. C'est exactement la même histoire, C'est clair. mais pas racontée de la même manière. Donc en fait, à partir de demain, quand vous allez en réunion d'équipe, avant de faire votre speech classique, ça. vous vous dites quel est le moment d'émotion, quel est le micro-spoiler que je vais pouvoir utiliser. Ouais, et dans le management, il y a quelque chose de particulier. C'est aussi ce que moi j'ai observé, puisque à un moment donné, je faisais beaucoup de formations, pour les managers en particulier. Je faisais 220 jours de formation par an. Et ce qui manque la plupart du temps dans les speeches ou dans les propositions, c'est qu'encore une fois, on est trop sur de la logique, trop direct en fait sur des faits. Au lieu d'aller directement à se dire, qu'est-ce qui va intéresser mon équipe qui est là à 8h du matin, lundi matin, qu'est-ce qui va l'intéresser vraiment pour sa semaine? Comment elle peut être motivée? Donc ça signifie qu'il faut que je me pose la question de c'est quoi sa motivation? Et la motivation, ça c'est le rôle du manager de la trouver, de l'interroger et de poser par exemple une question rhétorique. Bon, les gars, pour cette semaine... Et les filles, fais gaffe. Ah oui, c'est vrai qu'on est dans cette période-là de grosse- la vie au grosse- 21e grosse siècle. période. Non, mais en Ouais. même temps, Ouais. oui, il y a des femmes. Comment est-ce que ça vous dirait qu'on fasse la même perf que la semaine dernière, mais en 4 jours et demi? Tu parles à des commerciaux. Par exemple. Si je suis à la CPM, à la CAF, etc., je pourrais dire, bon, mesdames, parce que majoritairement il y a plus de dames, comment on pourrait réaliser le même nombre de traitements des dossiers, mais en ayant 15% de retour en moins? J'ai une idée. Mais avant de vous parler de cette idée, il faut que je vous raconte comment je l'ai trouvée. J'étais en train de faire la vaisselle l'autre fois.
Ça y est, c'est parti. Les gens vont nous écouter. Ouais. Alors, ce que vous appelez une question rhétorique, quand même, c'est important de préciser parce que ça fait 2-3 fois qu'on utilise le terme et tout le monde ne sait pas ce que c'est. C'est une question qui ne mérite pas de réponse. Voilà. C'est une fausse question. C'est une fausse question. Voilà, je l'ai appris avec vous. C'est une affirmation déguisée en question. Exactement. Merci, c'était extrêmement intéressant. Ça donne envie de continuer avec vous, hein, n'est-ce pas ? Quand ils veulent. Merci pour votre temps. Et puis, de toute façon, vos coordonnées sont dans les notes de l'épisode. Merci. À bientôt. Merci Delphine. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être, pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.